Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Des violents combats ont repris ce jeudi 11 juin 2026 dans les hauts plateaux de Minembwe au site Kivu, opposant les FARDC et les ralliés au groupe Twirwaneho alliés à l'AF123. Les Twirwaneho dénoncent des attaques contre des villages Banyamulenge. Le représentant du secrétaire général de l'ONU en RDC, James Swan, a rencontré ce jeudi 11 juin à Goma les dirigeants de la F123, dont Corneille Nangaa et Bertrand Bisimwa, pour discuter du processus de Doha, du cessez-le-feu et de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Merci de nous choisir pour vous informer. Nous sommes Kivu Morning Post. Commençons l'actualité du jour par Minembwe. Des combats violents ont repris ce jeudi 11 juin 2026 dans les hauts plateaux de Minembwe en province du Sud Kivu, opposant les forces armées de la RDC et les ralliés au Twirwaneho alliés à la F123. Dans un communiqué, les Twirwaneho affirment que le village de Mikenge ainsi que plusieurs localités des territoires de Fizi, Itembwe et Uvira sont touchés par des attaques visant des populations civiles Banyamulenge. Des combats violents se sont poursuivis ce jeudi 11 juin 2026 dans les hauts plateaux de Minembwe en province du Sud Kivu dans l'est de la RDC. Ces affrontements opposent l'armée congolaise appuyée par l'armée burundaise et les Wazalendo aux combattants Twirwaneho alliés à l'F123. Dans un communiqué ce jeudi, le MRDP Twirwaneho dénonce les attaques en cours contre les populations civiles de Minembwe et Mikenge dans les hauts plateaux de Fizi, Itombwe et Uvira. Selon le Twirwaneho, ces violences s'inscrivent dans une campagne menée depuis près de 9 ans par la coalition composée des forces armées de la RDC, de l'armée burundaise, des miliciens Wazalendo et des FDLR contre les populations civiles Banyamulenge. À plusieurs reprises, le MRDP Twirwaneho a attiré l'attention des autorités nationales, des acteurs régionaux et de la communauté internationale sur l'escalade des opérations militaires de cette désastreuse coalition qui cible les zones habitées par les Banyamulenge. Mais fort est de constater que cela n'a jamais suscité la moindre réaction de leur part, laissant ainsi se perpétuer en toute impunité les massacres, les déplacements forcés, les violences sexuelles, les prises d'otages, la destruction des biens civils et l'aggravation de la crise humanitaire, a déploré le Twirwaneho dans le communiqué. Les combats sont signalés ce dernier jour dans les villages d'Ilundu, Gakenge, Kalingi et Bidegou, où d'intenses bombardements terrestres et aériens ont causé des pertes importantes parmi les civils et entraîné des déplacements massifs des populations, selon le Twirwaneho. Le MRDP Twirwaneho rejette catégoriquement les accusations des forces armées de la RDC selon lesquelles Minembwe servirait des sanctuaires aux rebelles burundais du raid Tabara. Non seulement ces allégations sont mensongères, mais elles sont destinées à masquer les exactions et autres violations du droit international humanitaire commises contre les civils Banyamulenge par cette coalition au sein de laquelle l'armée burundaise se distingue par une cruauté de plus abjecte, a déclaré le colonel Kamasa Ndakize Welcome dans le communiqué. Les Twirwaneho exigent le retrait immédiat des forces burundaises du territoire congolais et appellent à une enquête internationale indépendante sur les violations des droits humains commises dans la région. Merci beaucoup Jospin Hongui pour ces commentaires. Les représentants du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en RDC, James Swan, a rencontré ce jeudi 11 juin à Goma les autorités de l'F123, dont Corneille Nangaa et Bertrand Bisimwa. La réunion a porté sur les processus de Doha, la mise en place d'un cessez-le-feu, la riposte contre l'épidémie d'Ebola, ainsi que la question de la fermeture des frontières, explique Vicky Ntumba, directeur des cabinets du coordonnateur politique de l'AFC 123 dans les comptes rendus.
l'ambassadeur Swan, l'envoyé spécial de la MONUSCO, et qui a eu des échanges avec la haute hiérarchie. Et ces discussions ont porté notamment sur l'évaluation du processus de Doha. Et nous avons essayé de faire le tour des avancées qui ont déjà été et puis des lacunes aussi que nous avons constatées dans ce processus-là. Ce qui a fait l'objet de très très longues discussions et très longs échanges avec l'envoyé spécial. Nous avons aussi pu échanger avec concernant certaines décisions qui avaient été prises au niveau du processus de Doha, concernant notamment la mise en place d'un cessez-le-feu et également d'un mécanisme de vérification et de suivi de ce cessez-le-feu. Ce processus aussi a fait l'objet des discussions et nous sommes en train de voir comment améliorer et le rendre effectif. Et l'autre point sur lequel nous avons discuté concernait aussi la situation de Ebola. Comme vous savez, nous sommes dans une crise sanitaire qui est quand même assez sérieuse et nous avons pu échanger avec la MONUSCO. Et comme vous savez, la MONUSCO aussi a une partie humanitaire et contrôle aussi certains organismes humanitaires. Donc nous avons pu échanger pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut avoir l'appui des partenaires pour la riposte contre Ebola. L'autre question qui a fait l'objet aussi de nos échanges, ça concerne la situation de la fermeture des frontières avec le Rwanda. Vous savez que la MONUSCO, souvent dans le cadre de leurs activités, a besoin de traverser, comme l'aéroport est fermé, a besoin de traverser au Rwanda pour soit faire le shift avec les militaires ou bien faire venir leurs agents. Donc sur ce point-là aussi, nous avons essayé de voir comment mettre en place des mécanismes pour leur faciliter le travail dans ce sens-là. Voilà un peu en bref ce que nous avons eu comme échange avec l'ambassadeur Swan. Toujours à Goma, les épreuves d'Itena Sospe ont été lancées ce jeudi 11 juin à Goma au complexe scolaire La Joie avec 49 584 candidats attendus dans les Nord Kivu. Le vice-gouverneur adjoint chargé des questions économiques, Amani Shadrack, a présidé la cérémonie des lancements en présence des autorités de l'F-123 et des inspecteurs. Il a rappelé la discipline et interdit les téléphones, mais également la tricherie pendant les épreuves. Je vous propose de les suivre. Tu l'as dit, nous sommes là pour lancer, n'est-ce pas, les Tenasost. Et l'appréciation, elle est positive. Elle est positive parce que nous avons lancé, je crois, le matin au complexe scolaire La Joie. On a visité d'autres écoles, celle-ci c'est la dernière, partout où on est passé. Nous avions senti que les enfants étaient motivés. Les enfants étaient motivés et nous espérons qu'ils vont réussir pour être orientés dans différentes sections. Sur le plan sécuritaire, il n'y a rien à signaler jusque-là parce que tout se passe bien sur toute l'étendue libérée. Et donc, rien n'est à craindre. Sur le plan sanitaire, je remercie encore une fois les autorités scolaires qui ont tout préparé. Vous l'aviez constaté avec moi que partout on est passé. En tout cas, les mesures barrières, les pointons sont dans toutes les écoles où on est passé. Et nous-mêmes, nous avions montré l'exemple comme toujours. On s'est lavé les mains avec tous nos collaborateurs et il nous a été rassuré que même les enfants, avant d'entrer dans leur salle de classe, ils se sont tous lavés. Et donc, c'est encouragé. Nous devons demander encore une fois à ces autorités de continuer de la sorte parce que, comme vous le savez bien, cette maladie est dangereuse. Et donc, nous devons commencer en famille, à l'école, à l'église, pour que tout le monde emboîte les pas. Voilà. Merci, vous le dites au futur, mais je dois vous dire
que ce centre est opérationnel et que les épreuves sont en train de se dérouler normalement. Et donc, il n'y a rien à craindre. Depuis le matin, cette question est en train d'être suivie par la conseillère qui est à ma gauche ici et rien n'est à signaler jusqu'à maintenant. En tout cas, tout se passe bien. C'est prévu d'abord, chaque parent voudrait que son enfant soit tel dans la vie. C'est un souhait pour tout parent. Moi-même, je suis parent, je souhaite que mes enfants soient comme ça ou comme cela. Mais aussi, les enfants eux-mêmes ont des ambitions personnelles que nous, en tant que parents biologiques et parents scientifiques, nous devons orienter. C'est d'ailleurs le pourquoi de cette épreuve qui est en train d'être faite maintenant là par les enfants et que donc, après l'examen, les autorités scolaires, les techniciens scolaires vont évaluer et essayer de marier les ambitions des enfants et évidemment la capacité intellectuelle que les techniciens auront découvert. Voilà. 3 civils ont été tués lors d'une attaque attribuée aux rebelles ADF MTM dans la cellule Muzambaye au quartier Boikene en ville de Beni tôt le matin de ce jeudi 11 juin 2026. Selon les civils de Boikene, 4 maisons et 3 motos ont été également incendiées. Des témoins affirment avoir été réveillés par des explosions et des tirs avant de fuir pour se mettre à l'abri. Mkazi wa Mzambai shinangu mlambuka vulikirwa. Unaweza tuelezea kama vitu vilipitikana namna gani yenye wewe ulijua hako? Basi mimi mu magharibi 19h30 nilienda pandia kwa bavoazen nikaenda lala kule. Sasa ilifika 4h ndio tulisikia masasi. Sio wote kutokea nje ndio tukaona nyumba na longola tukakimbia. Mimi sikuona nalu, sikuona nini. Tulisikia mlio wa masasi. Na wakati ulifika kwako gizu unasema ulikimbia ukarudia, ulikutana namna gani za kuteleza kwa kirefu? Nikakuta walifika ku parcelle, wakaona mlango nafungiwa, wakachoma mafika. Mimi hawakufungula mlango tu, mlango uko bien. Ila walichoma tu kama mafika, ilikuwa kama mafika ya nyasi. Maana yake wewe uliepuka kwa neema ya Mungu. Ndio. Na ile jana mlikuwa kana mwenja sikia sawa hata marimeremere kusema mambo akose. Mimi sasa ile habari ya kusema banasema Vemba. Na huku kama Mayangose huku kama basema Maya Kopo. Sasa nilisikia kile mambo ya Maya Kopo nisema hapana. Wale wanatembea kama mashafu. Kila niko kumwingine mimi peke nikasema hapana nisogeshe watoto. Asante mama. Ndio. Sasa tukumbusha tena jina. Dans les Hauts-Touélé, la justice militaire de FARDC a condamné mercredi 4 militaires à de lourdes peines à Isiro. Le tribunal militaire des garnisons a jugé ces militaires pour la mort d'un civil et des coups et blessures sur d'autres personnes. Ces militaires étaient déployés à Mumbere dans le territoire de Ouatsa dans les cadres des opérations contre les ADF. Reportage. Duralex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. 4 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo ont écopé de lourdes peines devant le tribunal militaire de garnison de Isiro ce mercredi 10 juin 2026. Poursuivi en procédure de flagrance à Isiro dans la commune de Mendambo, l'adjudant-chef Efambe Iboloto Jean-Paul, les soldats de 2e classe Mita Simbo Malachi, Baraka Biamouze, Bindu Gaspard et Mouya Kamanga, issus de différentes unités déployées à Mungwere, en territoire de Ouatsa pour la traque des terroristes de ADF MTM, ISCAP, étaient arrêtés à la cité portant le même nom, où des incidents malheureux ont eu lieu samedi 7 juin 2026, causant la mort par balle de l'infirmier A1, où le cas Ézéchiel est blessé Messier Assambi. Poursuivi pour association de malfaiteurs pour Efambe et Mitassi, l'auditeur militaire et ministère public reprochait à ces derniers le meurtre de Messier Oleka, les coups et blessures aggravées contre Messier Assambi et la violation des consignes militaires. Quant aux 2e classe Baraka, Bintu et Mouya, l'organe de la loi le poursuivait
d'une seule prévention qu'est la violation des consignes militaires. Les ministères publics représentés à l'audience par le sous-lieutenant magistrat Kipalamoto a sollicité du tribunal d'essayant la condamnation à mort de 4 prévenus, hormis les soldats de deuxième classe Mouya pour qui les preuves n'étaient pas suffisantes. Par ailleurs, le prévenu et les collectifs de leurs avocats ont clamé l'innocence des accusés pour diverses raisons et ont sollicité l'acquittement pur et simple de ceux-ci. Après la délibération, le procès étant pédagogique et dissuasif, le tribunal militaire des garnisons présidé par le lieutenant-colonel magistrat Mouloué Augustin a rendu le verdict dont le nerf suit. Sont condamnés à mort l'adjudant-chef Efambe Iboloto et les soldats de deuxième classe Mitachimbo pour association de malfaiteurs. Les derniers écopent également de la peine de mort pour violation des consignes militaires et meurtre. Il a écopé de 5 ans de servitude pénale principale pour coups et blessures aggravées. Toujours dans l'actualité du jour, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani-Louko, a échangé les 10 juin avec les députés nationaux du Haut-Katanga à Kinshasa. Les élus ont présenté le problème de sécurité à Lubumbashi, Kasumbalesa et dans les zones frontalières. Ils ont aussi évoqué la gouvernance territoriale et la stabilité institutionnelle dans la province. Reportage. Le caucus du Haut-Katanga est présent, je crois que nous sommes tous ici. Nous avons jugé urgent de solliciter l'audience auprès du VPM qui nous a reçus. Nous avons eu une longue séance de travail. Nous avons d'abord tenu, en guise d'introduction, à remercier le gouvernement à travers le VPM pour le nouveau statut de ville qu'a obtenu la cité de Kipushi. Ces statuts que nous avons obtenus, que la ville a obtenus, est issu d'une démarche entreprise par la population elle-même, par la société civile et également par les élus. Deuxième problème abordé d'une manière générale est relatif avec la ville de Lubumbashi. Mais les problèmes essentiels concernaient 3 points. Le premier point était sur la sécurité. Le deuxième point sur la petite territoriale. Et le troisième point, non pas de moindre, c'est sur le gouvernorat. En ce qui concerne la sécurité, nous avons tenu à dire que la situation s'améliore. Mais néanmoins, les poches d'insécurité et les faits de banditisme persistent toujours dans la ville de Lubumbashi, à Kasumbalesa, à Likasi et dans les autres villages. Nous avons également noté que l'insécurité, en fait, pour qu'elle soit jugulée, devrait également voir les effectifs en fait de la police devaient être améliorés. Néanmoins, les efforts fournis par la province sont promoteurs, notamment sur l'acquisition de la mobilité, tant sur routier que sur les lacs. Le deuxième problème que nous avons abordé, c'était sur la petite territoriale. Étant donné que c'est dans le domaine, en fait, du VPM, nous avons tenu, en tout cas il a tenu à nous rassurer, que cette territoriale devrait être plutôt technique. Donc on devra améliorer en fait la position pour que la territoriale soit beaucoup plus, que les résultats soient beaucoup plus positifs pour la population. Le troisième problème, et non de moindre, qui fait l'actualité du moment, la province, nous avons noté dans la province la démission du gouverneur et actuellement nous avons un intérimaire. Nous avons discuté, nous avons tenu en tant que caucus à pouvoir exprimer notre son de cloche et le VPM l'a bien noté. Et cela dans le but de la stabilité et de la paix
pour notre province. Ce que nous demandons en ce qui concerne notre province, c'est que nous puissions évoluer, aller de l'avant. Et le VPM a été très réceptif. Tous les problèmes que nous lui avons soumis, il les a écoutés, nous avons échangé et nous avions été en tout cas satisfaits de cette audience avec le VPM. Rendons-nous à présent au Kasaï central. Le gouverneur Joseph Moïse Kambulu Nkoko s'est rendu sur les ponts Miao après la rupture de l'ouvrage sur la nationale numéro 1 reliant le Kasaï central à Kinshasa via le Kasaï. Il a constaté la situation et pris des mesures pour rétablir rapidement la circulation. Un trou béant s'est déclaré sur le pont Miao à près de 30 km de Kananga, perturbant ainsi le trafic sur les dérives. Alerté, le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kambulu Nkoko, s'est rapidement déployé sur cette voie mardi 9 juin 2026 en vue d'évaluer les dégâts. Sur place, la situation laisse à désirer. La fissure est causée par le passage à répétition des engins de grand tonnage. Plusieurs camions lourds sont immobilisés, seuls les jeeps, motos et vélos ont la possibilité de traverser. Johnny Badibanga, directeur provincial de l'office de route qui faisait partie de la chute de l'autorité provinciale, explique. Il y a eu un passage d'un bulldozer qui est passé. Normalement, les chenillards ne passent jamais sur le pont, doivent être transportés. Mais comme nous sommes ce que nous sommes, les amis de chenillards ont fait tout pour passer sur la dalle du pont. En passant, ils ont cassé la dalle. C'est le trou que vous voyez là-bas. Le chenillard a fait enlever le béton du dalle et puis nous sommes restés seulement avec les armatures. Et prochainement, nous ne souhaitons pas que les chenillards passent. Après concertation avec Arab Contractor, entreprise en charge des réhabilitations de la nationale numéro 1 sur laquelle ce pont est installé, le chef de l'exécutif provincial a ordonné en processus d'urgence la réparation de la partie endommagée. Il va être question de procéder aux travaux de décapage avant de remettre le béton, souligne les techniciens. C'est la réhabilitation seulement. On va chercher comment on peut arranger les armatures et couler les bétons. Le pont date de longtemps. C'est un pont qui a été conçu en 1954 avec les petits tonnages. Maintenant, actuellement, nous avons la modernisation où il y a un grand tonnage. Les véhicules qui varient de 25 jusqu'à 40 tonnes, voire même les véhicules non homologués. Ce qu'on peut dire est qu'on puisse régulariser les tonnages. En attendant la reprise normale du trafic, le gouverneur Joseph Moïse Kambulu appelle les gros transporteurs à la patience et les forces de l'ordre à la vigilance face au mouvement des clandestins. Et c'est par là que nous allons mettre un point final à l'actualité du jour, mesdames et messieurs, pour ce jeudi 11 juin 2026. Merci à vous de l'avoir suivi. Si c'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve d'ici là pour d'autres nouvelles. Portez-vous bien.